Nous reprenons le cours de nos travaux. Vous connaissez bien maintenant le fonctionnement de ce colloque Trompe Covid. Vous utilisez, si vous n'êtes pas dans la salle, mais derrière votre écran, vous utilisez l'outil de clavardage pour nous faire part de vos remarques, de vos questionnements, de vos contestations, et elles seront transmises oralement par mes soins aux intervenants qui sont ici dans cet auditorium des Archives nationales. Catherine Larère n'a pas pu être avec nous, empêchée par une méchante douleur. On lui souhaite un prompt rétablissement. En attendant, ce n'est donc pas Madame Larère, mais Monsieur, qui va modérer cette cinquième session. Raphaël, un mot sur la thématique et les intervenants ? Ou bien on passe directement à la première intervention, et puis vous appuyez sur un bouton, celui que vous voulez. N'importe. Non. Ah, d'accord. Voilà. Bon, si j'ai bien compris, il y a beaucoup. C'est la nature en ville ou la nature la nuit perturbée par l'électricité des villes. Et donc, je pense que c'est très important de parler de la nature en ville. Ça fait partie de la nature ordinaire, celle que l'on côtoie, celle que la plus grande majorité des Français connaissent très bien, qu'ils ne remarquent pas alors qu'elle est là. Donc voilà, je voulais... Alors on va commencer par aller en ville dans les quartiers populaires avec Léa Billien, géographe, Université Paris-Nanterre. Représentation et mode de gestion de la nature en quartier populaire, c'est l'intitulé de notre communication. Alors une précision pour les intervenants de cet après-midi, je serai extrêmement rigoureux sur la tenue du timing parce que nous avons un programme chargé et serré pour cet après-midi. Donc s'il vous plaît, 15 minutes, pas une de plus. À l'issue des 15 minutes, la foudre s'abattra sur vous. Mais pour l'instant, on vous écoute, Léa Billien. Je démarre mon chrono donc pour rester dans les temps. Merci aux organisateurs et aux intervenants de ce colloque de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ces premiers résultats. Je réalise en ce moment une thèse sous la direction de Marie-Hélène Baquet et de Nathalie Blanc sur les mobilisations et les initiatives écologiques dans les quartiers populaires. Donc la question du rapport à la nature, c'est une partie de ma thèse que je voudrais développer ici. Je m'intéresserai à deux, et non pas trois, je vais y revenir, terrains d'enquête, le quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin et le quartier, ou plutôt les quartiers Gagarine et Bapéi à Romainville. Et je ne développerai pas aujourd'hui le cas angevin, faute de temps, pour rester dans mes 15 minutes. J'y reviendrai plutôt dans le texte. On assiste aujourd'hui à un double contexte depuis les années 2000 à la faveur de la généralisation du paradigme de la ville durable. D'une part, une redéfinition de la nature, une évolution du regard porté sur elle, avec la remise en question des grands dualismes dont on a parlé hier, homme-nature d'un côté, ville-nature de l'autre. Et d'autre part, l'émergence d'un impératif participatif et la montée d'une réappropriation habitante du cadre de vie. Alors, comment ce contexte se manifeste en quartier populaire ? Alors déjà, par quartier populaire, j'entends ici des quartiers de grands ensembles, marqués par la prédominance du parc social et pour partie classés en géographie prioritaire, donc en politique de la ville. Alors, pourquoi c'est intéressant d'étudier les manifestations de ce double contexte dans les quartiers populaires ? Déjà parce qu'on a l'image de quartiers bétonisés, très denses, alors qu'ils présentent pour beaucoup un potentiel important de nature en ville. D'autre part, c'est des quartiers qui manifestent un historique de participation habitante dans la gestion du cadre de vie via les politiques de développement social urbain depuis les années 80. Donc ça me permettra d'aborder cette question de l'impératif participatif en urbanisme. C'est donc la question de la spécificité du rapport à la nature et des modalités de sa gestion sur ces territoires que je souhaite aborder ici. Et cette contribution, elle visera à nuancer cette spécificité dans la mesure où les travaux de géographie et de sociologie urbaine sur les quartiers populaires ont tendance, par l'utilisation même de cette catégorie de quartiers populaires,
à les traiter comme les territoires de l'exception, sous le prisme justement de la spécificité. Et donc je voudrais montrer que regarder les quartiers populaires sous le prisme des éthiques environnementales permet de retravailler cette catégorie qui, à mon sens, est à la fois uniformisante puisqu'elle gomme la diversité des quartiers populaires et stigmatisante puisqu'elle insiste sur leur spécificité par rapport à d'autres espaces urbains. Donc la démarche que je vais suivre là, c'est sur chacun de mes deux terrains du coup, que je vous présenterai aujourd'hui, j'examinerai une figure de la nature qui me semble particulièrement révélatrice de la diversité des rapports à la nature et de la dimension conflictuelle de sa gestion. J'essaierai de caractériser chacune de ces figures à l'aune des travaux de philosophie environnementale, particulièrement ceux de Rémi Baud et de Catherine Larère sur les éthiques environnementales. Donc je m'appuierai sur une tentative de schématiser ici le spectre des valeurs associées dans les éthiques environnementales aux figures de la nature que j'observe. Je reviendrai sur ce schéma au fil de la présentation. Donc on voit déjà qu'il s'organise entre deux pôles, celui des éthiques de la valeur intrinsèque qui valorise la nature extraordinaire d'une part, celui des éthiques relationnelles qui valorise plutôt la nature ordinaire d'autre part. Et en fait, on verra que les figures que j'observe peuvent appartenir, suivant les acteurs concernés, à chacun de ces deux pôles. Et je décrirai du coup comment ces figures de la nature se déclinent dans le contexte particulier du quartier populaire concerné. Donc je vous propose d'aller directement à Vaux-en-Velin, où j'étudie une roseraie urbaine, donc une figure de la nature en ville, qui donc appartient à l'une des deux formes de la nature ordinaire qu'on peut identifier. Donc c'est bien une nature implantée et entretenue par les humains, que j'ai appelé ici négociée, pour reprendre le terme de Rémi Baud, à distinguer donc d'une nature délaissée, développée dans les interstices urbains, dont la figure idéale typique serait la friche. Alors, l'intégration de la nature en ville dans le paradigme devenu dominant de la ville durable, il a conduit à envisager la nature en ville sous le prisme de la multifonctionnalité. La nature assure un certain nombre de fonctions dans la ville, relatives à la résilience urbaine ou au développement social. On peut donc associer la nature en ville à deux perspectives éthiques, celle d'un pragmatisme qui lui attribuerait une valeur instrumentale liée au service qu'elle rend, et d'autre part celle plutôt d'une éthique du care, ou une éthique de la nature ordinaire attachée à l'expérience sensible et au souci apporté au maintien de la vie. Alors comment cette figure se décline à Vaux-en-Velin ? C'est une figure que j'ai rencontrée donc au Mas du Taureau, qui est représentée ici donc en jaune. C'est donc une partie du grand quartier prioritaire Grande Île qui est représentée en gris. Il s'agit d'un collectif d'habitants du quartier du Mas du Taureau qui a planté, entretient et organise des événements conviviaux autour d'une roseraie urbaine. Donc ces habitants s'appellent le collectif du Petit Bois, en référence à la cité du Grand Bois, qui est la première cité touchée par une rénovation urbaine qui concerne l'ensemble des quartiers nord de Vaud. Alors avant 2017, cet espace du Petit Bois était un espace résiduel qu'on voit sur le zoom à droite, qui était situé entre une allée piétonne reliant la cité à la galette commerciale du Mas du Taureau et un terrain de foot représenté en jaune. Aujourd'hui, il s'agit d'un espace convivial de nature en ville, structuré par une ligne de rosée de Damas, le long de laquelle ont été installées des tables de pique-nique, un four à pain, des bacs jardiniers, des plantations, bref, tout un ensemble de choses favorisant la convivialité humaine et la biodiversité en ville. Autour de cette roseraie, j'identifierai trois principaux acteurs. D'un côté, lié à la ville de Vaux-en-Velin. C'est en effet en 2017 le service culture de la ville qui a saisi l'opportunité de la Biennale d'art contemporain de la métropole de Lyon pour décliner sur le territoire vaudais un projet artistique et participatif qui consistait en la plantation de rosiers de Damas dans l'espace public et à la distillation de roses. La ville intégrait ainsi le quartier du Mas du Taureau en pleine restructuration dans un événement métropolitain, tandis que du côté de la Biennale, on réalisait cet objectif de se rapprocher d'un public éloigné de l'art contemporain. Donc la roseraie apparaît ici comme à la fois un élément de marketing territorial pour la ville et à la fois un outil de démocratisation de la culture pour la Biennale.
Deuxième type d'acteur, le GPV, le grand projet de ville, qui est donc mandaté par la ville de Vaux-en-Velin, la métropole de Lyon et l'État pour piloter le contrat de ville signé en 2015. Le GPV, donc, soutient financièrement, logistiquement, l'aménagement progressif de cet espace du Petit Bois à travers un travail de revalorisation et d'animation des espaces publics transitoires qui ont été créés par le chantier de la rénovation urbaine. Donc pour suivre les travaux d'Oricoste, on voit bien dans les grands ensembles comment les espaces verts qui s'étendent au pied des bars se résument en fait à des pelouses parsemées d'arbres, des allées, des parkings, des aires de jeu et sont assez dégradés et donc constituent davantage les interstices du bâti que des espaces de nature en ville proprement dit. Dans ce contexte, l'aménagement du Petit Bois apparaît comme un vecteur de réappropriation habitante et d'amélioration du cadre de vie en période de travaux. Donc la roseraie devient ici pour le GPV un levier de gestion urbaine intégré dans les démarches d'urbanisme transitoire soutenues par le GPV. Enfin, les habitants, le collectif dont je vous parlais a organisé au cours de l'année 2018-2019 4 événements autour de la saisonnalité qui ont une double vocation, à la fois favoriser la convivialité de quartier et de l'autre sensibiliser à une alimentation écologique, à la naturopathie, au respect de la nature. Lors de ces événements, ce qui peut être observé, c'est l'incarnation d'un rapport aux roses proche de l'éthique du Caire, c'est-à-dire qu'il s'agit, à travers la convivialité humaine, de susciter une relation à la nature qui est à la fois fondée sur l'imaginaire, avec des contes, des illuminations, et les sens, avec des dégustations, la cueillette. Donc dans le cadre de la rénovation urbaine, la maîtrise d'ouvrage a envisagé la transplantation des rosiers afin de libérer l'espace du Petit Bois qui, lui, est appelé à disparaître du fait d'une restructuration de la voirie. Et pourtant, en fait, ce que les habitants m'ont dit en entretien, c'est que c'est moins aux roses eux-mêmes qui sont attachés qu'à la relation créée entre les roses et les gens dans cet espace. Donc la construction d'une étude de la nature ordinaire, elle n'a rien de spécifique aux quartiers populaires. En quartiers centraux également, on observe que la nature en ville est un levier de réappropriation de l'espace urbain. Mais je dirais que le contexte de la rénovation urbaine, qui s'ajoute au contexte de la présence d'espaces verts nombreux mais dégradés, donne une valeur particulière à cette figure de la nature, puisqu'elle incarne en fait ce à quoi nous tenons, pour reprendre les termes d'Émilie H., quand des transformations urbaines qui incluent démolition, reconfiguration de voirie, tendent à faire table rase de l'ancien. Je vais passer à la deuxième figure que je regarderai aujourd'hui, celle d'une friche urbaine devenue forêt. Alors cette figure, elle est également hybride. C'est d'abord un délaissé urbain. C'est une nature qui s'est développée dans l'ombre de l'activité humaine, c'est une friche. Dans ce cadre-là, elle appartient à une nature délaissée. Mais c'est aussi un espace sauvage qui était tellement délaissé qu'il a suivi une trajectoire non maîtrisée par l'homme, une libre évolution, on pourrait dire, si bien qu'il en devient soit dangereux, soit valorisé pour son caractère vierge, endémique. Alors comment ça se décline sur mon terrain? Donc, c'est une figure que j'ai rencontrée sur un terrain romainvillois. Il s'agit de 25 hectares de forêt, que vous voyez ici en vert foncé, qui ont poussé sur d'anciennes carrières de gypse, fermées en 1965. Donc on est sur un milieu très urbanisé. La forêt est encadrée par 2 cités de grands ensembles que vous voyez en gris, Gagarine et les Bas-Pays. Et l'espace est fermé au public depuis longtemps du fait des risques d'effondrement. Dans ce contexte, depuis 1992, donc ça date, la région et la ville ont le projet d'aménagement d'une base de loisirs dont les travaux de terrassement ont commencé à partir de 2018 et ces travaux ont fait l'objet d'une mobilisation portée par des associations écologistes et des associations locales. Alors ici encore, 3 types d'acteurs. La ville d'un côté qui porte ce projet de base de loisirs, et ce projet de base de loisirs, en fait, c'est une ressource pour favoriser l'économie résidentielle de la ville dans un contexte de densification et de gentrification. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la cité Gagarine, la forêt est envisagée comme une aménité urbaine supplémentaire, finalement au même titre que le prolongement de la ligne 11. Dans cet extrait d'entretien à la fin, c'est un habitant de la cité Gagarine qui parle, on le retrouve, c'est une pancarte publicitaire pour vendre leurs apparts entre la forêt et le métro. Du point de vue des militants écologistes qui se sont impliqués, eux insistent sur le caractère extraordinaire de cette forêt. L'objectif, c'est d'obtenir l'arrêt des travaux, et donc ils mettent en avant la richesse de la biodiversité, le fait que c'est un poumon vert dans un contexte urbain dense. Ils parlent également de corridors écologiques, et il n'y a pas de consensus parmi eux quant à un projet alternatif pour cet espace. Certains sont partisans d'une sanctuarisation totale, d'autres sont partisans d'une ouverture au public, mais sur la base de choix d'aménagement plus respectueux du site. 3 minutes.
Face à l'échec de la mobilisation, aujourd'hui, ce que portent les associations écologiques, c'est la sanctuarisation de la partie non aménagée des 15 hectares restants au titre du Code forestier. Enfin, les habitants, la valeur de cette forêt diffère selon l'usage de l'espace. C'est pour certains un espace fréquenté, un terrain d'aventure avec l'attrait de l'interdit, une forme de wilderness de pied de tour, où on valorise un lieu refuge en contact avec la nature alors que le quartier est très urbanisé. Pour d'autres, c'est au contraire un espace très peu fréquenté, une zone grise, perçue comme dangereuse et interdite. Et il y a même des rumeurs d'un terrain miné depuis la Seconde Guerre mondiale. D'autres, au contraire, mettent l'accent sur la banalité de sa fréquentation, donc bien une nature ordinaire au sens de banal, où ils racontent qu'ils promènent leurs chiens et qu'ils font leur jogging, etc. Donc on voit bien que l'association de cette forêt a une éthique environnementale plutôt qu'à une autre et stratégique en fonction des visions du territoire des différents acteurs. Pour conclure, les fleurs et la friche sont des figures de la nature en ville qui n'ont rien de spécifique au quartier populaire. On observe finalement des dynamiques assez classiques de la mise en œuvre du paradigme de la ville durable. Instrumentalisation de la nature à des fins de marketing territorial, gestion urbaine, standardisation des espaces de nature au profit des parcs urbains, plutôt que la forêt par exemple. L'émergence d'une éthique de la nature ordinaire, par ailleurs, son incarnation dans des formes d'appropriation de l'espace public par des citoyens faiseurs de nature, n'est pas non plus propre au quartier populaire. J'ai dit tout à l'heure que c'est aussi des choses qu'on observe en quartier de centre-ville. Mais cependant, on peut penser que les quartiers populaires en constituent un contexte favorable. Il y a déjà le potentiel des délaissés urbains et des espaces verts de pied de tour dans le déploiement de la nature en ville. Mais surtout, ce rapport à la nature se construit dans un contexte particulier de densification et de transformation urbaine, là où les quartiers centraux et les villes-centres sont déjà saturés. Donc les roses et les forêts apparaissent alors menacées par un rapport prédateur à la nature qui reste dominant en urbanisme comme en agriculture. Donc finalement, c'est ma thèse qui partait sur l'idée de l'existence d'une écologie populaire, une manière spécifique de traiter les enjeux écologistes en quartier populaire, m'a amené plutôt, à travers la thématique particulière du rapport à la nature et de sa gestion, à regarder dans le détail ce qui est spécifique au quartier populaire en général, mais aussi ce qui est spécifique à un quartier populaire en particulier, dans sa singularité, et ce qui est au contraire classique d'une écologie en milieu urbain, comme dans le paradigme de la ville durable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et merci pour la parfaite tenue du timing. Pour l'intervention suivante, on va éteindre la lumière. Donc, du ciel noir à l'environnement nocturne, la construction d'un nouveau front de protection de la nature. Johan Millian, et je crois que Samuel Chaléa est aussi avec nous. Il pourra nous rejoindre. Il peut nous rejoindre. Il nous a rejoint. Vous intervenez à deux. Vous faites un duo. Ténor et basse. C'est parti. Bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Et tout d'abord, permettez-nous de vous remercier, vous, organisateurs de ce colloque, et plus spécifiquement les Archives nationales pour leur accueil, pour votre accueil en ces lieux. Nous avons intitulé notre communication du ciel noir à l'environnement nocturne, la construction d'un nouveau front de protection de la nature en France, mais pour être franc, nous n'avons pas été très très bons, puisque si nous avions été bons, véritablement, nous aurions paraphrasé complètement le titre du colloque et nous vous aurions proposé une communication intitulée ni plus ni moins que « De la réserve de ciel étoilé à l'obscurité ordinaire, la construction d'un nouveau front de protection de la nature en France ». Mais si nous n'avons pas été bons, alors nous avons quelques marges de progression, donc allons voir ensemble ce qu'il se passe dans ces marges obscures. Quelques mots sur le collectif Renoir au nom duquel nous intervenons. Aujourd'hui, le collectif Renoir pour ressources environnementales nocturnes et territoires n'est pas un groupe militant qui revendiquerait une nécessaire mise en protection de ce qu'on appelle par abus de langage la biodiversité nocturne, on pourrait en reparler, mais nous sommes avant toute autre chose un collectif de chercheurs qui travaillent sur le thème de l'environnement nocturne depuis 2013. Alors ce collectif il s'est fondé à l'occasion de la préparation d'une candidature dans les Pyrénées autour du Pic du Midi au label Réserve internationale de ciel étoilé, dont on reparlera. Et la première particularité de ce collectif, c'est qu'il est radicalement interdisciplinaire. Il accueille des géographes, des politistes, des économistes, des chercheurs en infocom, et puis plus largement des écologues, des physiciens ou encore des chercheurs en écoacoustique ou intelligence artificielle.
Donc on collabore par ailleurs avec des socioprofessionnels de différents domaines et dans différents territoires, des concepteurs lumière, des paysagistes, des éducateurs à l'environnement, et notamment on travaille par exemple beaucoup avec de nombreux territoires de protection de l'environnement, dont le réseau des PNR. Donc tout cela nous amène à travailler la notion d'environnement nocturne, d'une part sur des terrains nombreux et variés, on l'a vu, et puis à partir d'un corpus de matériaux très vaste en fonction des questions de recherche. Pour schématiser ou poser les deux bornes d'un continuum méthodologique, nos interventions vont de protocoles très instrumentés au sein de dispositifs type OHM, observatoire au milieu, comme vous le voyez en haut à droite, avec la pose de capteurs bioacoustiques ou écoacoustiques, à des démarches type atelier participatif avec des habitants, des usagers des territoires, des parties prenantes, tout le panel d'acteurs qui construisent le paysage habituel des enjeux liés à la pollution lumineuse et à la valorisation des ressources environnementales nocturnes. L'hypothèse de cette communication, c'est de discuter cette communication, elle a pour but de discuter d'une hypothèse. L'émergence d'un nouveau champ d'action pour la protection de la nature en France autour de cette notion en construction qui est l'environnement nocturne. C'est aussi et peut-être avant tout l'occasion de partager avec vous plusieurs années de réflexion sur ce que cette thématique apporte au débat sur la protection. La référence au front écologique, emprunté aux géographes Sylvain Guyot et Stéphane Héritier, c'est d'une part ce qui est illustré par l'image satellitaire qui est derrière moi, qui se trouve devant vos yeux, l'expansion continue d'une nouvelle pression anthropique sur l'environnement qui accompagne les phénomènes d'expansion de l'urbanisation. Schématiquement, pour expliquer pourquoi la lumière artificielle pose problème et se trouve aujourd'hui requalifiée en pollution, on peut souligner en miroir trois grands besoins d'obscurité, des besoins d'ordre socioculturel d'une part. L'archétypique besoin socioculturel, c'est l'accès au ciel étoilé, pour des activités scientifiques ou des activités d'astronomes amateurs, des besoins d'ordre écologique, ensuite, pour assurer des fonctionnalités écosystémiques, pour garantir la qualité d'habitat d'espèces, à titre d'exemple, l'accès à la nourriture, à l'eau, etc. Et des besoins d'ordre sanitaire, enfin, qu'on classera avec les perturbations et la perturbation de la resynchronisation de nos horloges biologiques internes. Mais la métaphore du front, on peut la renverser pour regarder comment, progressivement, la lumière artificielle a été requalifiée en problème environnemental et est entrée dans le débat public et a ainsi été progressivement mis à l'agenda des politiques publiques. C'est ce processus que nous vous proposons d'aborder rapidement dans un premier temps. Donc, premièrement, constater et définir la construction du concernement et l'émergence d'un mouvement national de revendication. L'histoire du mouvement de mobilisation contre l'expansion de l'éclairage artificiel commence à être connue et bien documentée. On renverra à la bibliographie dans ce domaine, dans la communication écrite. Pour la France, comme ailleurs, la coalition de causes qui donnera naissance à ce qu'on appelle désormais le Dark Sky Movement démarre autour d'un objet particulier et d'un groupe d'acteurs particuliers qui s'en fait le dépositaire. On parlait ce matin de qui est dépositaire de quoi et de quelle fraction du système spatial. Donc là, il s'agit du ciel étoilé des astronomes. Analysons rapidement ce premier temps. Historiquement, en France, ce mouvement débute dans les années 70 et prend de l'ampleur dans les années 80, période durant laquelle on voit apparaître les premiers échanges au sein du milieu des astronomes entre professionnels et amateurs. Des tracts à destination du grand public distribués à l'occasion d'événements de vulgarisation de l'astronomie sont produits. Un courrier au centre qui évoque la mobilisation qui se tisse entre les astronomes amateurs et les astronomes professionnels, cette coalition de causes naissante. Et enfin, la production du fameux manifeste en 92, cette fameuse charte « Sauvons la nuit », portée par le milieu astronomique et parrainée par des personnalités scientifiques et médiatiques alors déjà connues pour leur positionnement en faveur de la protection de l'environnement. Vous lirez les noms d'Albert Jacquard, de Yves Cousteau, etc. Au mi-temps des années 90, va émerger la volonté de structurer un instrument d'interpellation et d'action. Son but affiché n'est rien de moins que de rendre le ciel nocturne à l'humanité. Donc on le voit déjà, s'opère une montée en généralité. Il ne s'agit plus de défendre le ciel étoilé des astronomes pour seulement les astronomes, mais bien de rendre le ciel étoilé à l'humanité en général. Vaste programme. Pour agir, fédérer, on va créer un acteur national, l'ANPCEN, Association nationale pour la protection du ciel nocturne, en 1998. Son objet est alors entièrement dédié à la question de la protection du ciel nocturne, et c'est encore à ce jour la seule association dont l'objectif est exclusivement cette défense du ciel nocturne. Mais à la veille du Grenelle, la nécessité de faire entrer la thématique environnementale au sein de cette association, au sein de son nom, émerge, et on voit la parole du président d'alors, nous devons modifier le nom de l'association et lui donner une connotation environnementale. Donc là, pousser encore un peu plus loin, la montée en généralité, opérer cette montée en généralité et élargir les enjeux et le répertoire de mobilisation et d'action.
On va prendre quelques raccourcis et puis arriver au Grenelle de l'environnement. La pollution lumineuse est portée à la table des négociations et inscrite dans le Code de l'environnement en 2011, on en reparlera. Alors c'est à cette même époque que des fenêtres d'opportunité apparaissent pour faire atterrir ce sujet de manière concrète sur le terrain. Ce concret, c'est quoi? Eh bien, c'est tout d'abord la controverse autour de la lumière artificielle qui oblige à considérer différents regards, différentes pratiques, différents univers de sens et référentiels d'action. Très schématiquement, un premier référentiel d'action qui est le consommer moins, qui va plutôt regrouper les acteurs de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'énergie. Pour eux, l'éclairage artificiel nocturne génère des coûts en termes de consommation énergétique et des coûts budgétaires. Une volonté, d'un autre côté, d'éclairer moins, portée par les champs de savoir qui construisent historiquement le Dark Sky Movement, l'astronomie, les sciences du vivant, l'écologie, et les sciences de la santé avec la chronobiologie. Et le référentiel d'action qui va créer finalement le syncrétisme, qui va permettre le syncrétisme de tout ça, c'est le référentiel d'action de l'éclairé juste, qui est décliné en doctrine en 2012 par l'ADEME. Voilà, je passe la parole à mon 7 minutes. collègue. Merci. Alors, bonjour à tous déjà, mais concrètement, maintenant, quelles sont les modalités d'action qui s'opèrent, qui apparaissent dans ce travail autour de la pollution lumineuse et l'environnement nocturne? C'est ce qu'on va voir en deuxième partie, en vous proposant une grille de lecture autour de 4 points d'entrée qui sont le fruit de nos travaux, de nos réflexions. Alors, le premier, il est assez connu déjà, c'est l'extinction du parc d'éclairage public. C'est une pratique qui en fait est déjà ancienne, elle démarre dans les années 80, mais elle commence vraiment à prendre de l'ampleur à la fin des années 2000. De contexte, elle explique, c'est le contexte technique tout d'abord relatif aux difficultés qui apparaissent à partir de cette époque sur l'approvisionnement lors des pointes de consommation. Et d'autre part, le contexte de difficultés budgétaires croissantes pour les collectivités locales qui vont les amener à réfléchir à leur facture énergétique, l'électricité comptant parfois pour beaucoup là-dedans. Mais dans ce processus, on va retrouver un acteur aussi à la manœuvre au plus près du terrain, c'est la NPCEN, qui va notamment promouvoir ces pratiques d'extinction avec un discours particulièrement efficace, via son label Ville et Village étoilés, dont vous avez ici une représentation du panneau signalétique, qui est décerné à des communes qui engagent des actions vertueuses pour faire connaître et prendre en charge les enjeux de protection. La NPCEN s'allie aussi à d'autres acteurs de terrain, notamment la Fédération des PNR, pour porter ce projet. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle, nous, la mise en ressource de la qualité de la nuit. Alors, derrière cette expression, on désigne des démarches qui cherchent à valoriser d'abord la qualité du ciel étoilé. Et les plus connus, c'est ce qui a été évoqué par Samuel, c'est les fameux labels RIS qui sont décernés par une organisation internationale, l'International Dark Sky Association. La logique de cette démarche, elle est territorialisée. Il s'agit de faire d'un ciel peu affecté par la pollution lumineuse un avantage compétitif. Donc un élément de distinction, de marketing, que certains territoires peuvent revendiquer par rapport à d'autres, et sur lequel on peut vendre une qualité d'observation du ciel. Ça n'est plus possible dans une grande partie de nos espaces européens, au cœur urbain, mais aussi dans beaucoup d'espaces périurbains et ruraux. On est ici dans une logique de mise en valeur d'une ressource, et la question de sa protection se pose. Ces labels reconnaissent de facto une qualité de ciel qui devient exceptionnelle. Mais surtout, ils considèrent attentivement le projet territoire qui va avec, qui vise à préserver, à améliorer cette qualité dans le futur. Donc il y a un travail qui est engagé pour la durée. Alors, il existe 3 RIS aujourd'hui en France. La première a été créée, Samuel le disait, autour du pic de Bigorre, dans les Pyrénées, en 2013. Ça a été un moyen de consolider et diversifier aussi la valorisation touristique de ce lieu. On voit l'utilité pratique qui est donnée. Ça développe à la fois des activités scientifiques, des activités d'accueil du grand public, autour de produits dérivés notamment du spectacle céleste et du caractère insolite que revêt pour le visiteur cette expérience. Mais c'est une dynamique de distinction et d'identification qui va progressivement toucher d'autres territoires. Le nouveau segment touristique autour de l'astrotourisme. Et par exemple, à l'occasion de sa construction, le parc naturel régional des Baronnies provençales déjà a mené une réflexion sur les ressources qu'il pouvait valoriser à partir de ses qualités environnementales, parmi lesquelles sont apparues la thématique du ciel étoilé et progressivement, de façon plus originale,
un ensemble de qualités associées au nocturne. Troisième outil, Samuel l'évoquait, c'est la construction d'un champ réglementaire, principalement depuis le déclencheur qui a été le Grenelle de l'environnement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, si ce n'est pour dire que progressivement, voilà, la France se dote d'outils juridiques qui en font un des pays les plus avancés théoriquement sur le plan législatif à l'échelle internationale. C'est d'abord la question des nuisances lumineuses qui est inscrite dans le Code, puis avec une série d'arrêtés, dont un arrêté célèbre en 2013 de la ministre Bateau, une série d'applications sur les extinctions, des vitrines, des publicités, de l'immobilier de bureau. 2015, avec la loi sur la transition énergétique, et c'est intéressant, on a l'inscription de la thématique pollution lumineuse dans les plans climat, donc une approche par la planification territoriale qui va prendre de l'ampleur. Et enfin, avec la loi biodiversité en 2016, on consolide l'assise juridique. Le terme environnement nocturne apparaît vraiment à cette époque, mais aussi ça ouvre la voie de nouveaux angles d'approche avec de nouveaux vocables qui ne sont pas forcément définis, comme le terme ambigu de paysage nocturne, par exemple, ainsi que la proposition d'intégration de la gestion de la lumière dans la trame verte et bleue. Quatrième outil, justement, et il prend peu à peu forme, c'est l'intégration des enjeux de pollution lumineuse dans cet instrument de planification territoriale qui est la trame verte et bleue sous une appellation particulière développée par nos confrères de l'OFB notamment, la trame noire. La pollution lumineuse dégrade des habitats d'espèces par ses effets de fragmentation des continuités écologiques. Elle dégrade le vivant. Et c'est sur cet argument que justifier l'intégration dans le référentiel trame verte et bleue de la pollution lumineuse. Alors, c'est fondé sur le principe de la mise en maillage de continuité écologique. La construction hypothétique de cet outil, actuellement en expérimentation, encourage des recherches justement sur la fragmentation écologique des milieux par la lumière artificielle. Les effets qui sont bien connus sur les migrations, prédation, reproduction, mais qui demandent à être fortement instrumentés au niveau de l'échelle locale. Deux éléments nous intéresseront plus particulièrement par rapport aux questions du colloque. C'est, comme on l'a senti, avec l'évolution du cadre législatif, déjà, on passe là plus seulement à un objet iconique, le ciel étoilé, mais à des enjeux qui vont être liés à ce que nous, on qualifie de besoins d'obscurité. Une minute. Qui seront exprimés par le vivant, pour leur permettre prédation, reproduction, déplacement, migration. Deuxièmement, et c'est que cette approche vise à diffuser la préservation de cette obscurité à tous les espaces, y compris aux espaces ordinaires. On sort de la logique d'exception, qui était celle apportée par les premiers labels, fondée sur la seule qualité d'un ciel étoilé, iconique, pour venir sur une démarche au plus près du territoire. Je crois qu'on va conclure très rapidement, donc on va passer la troisième partie. Ce qui est intéressant, peut-être, voilà, un bilan rapide, et puis je pense qu'il faudrait, à mon avis, appuyer sur cette histoire de trame noire ou de réseau écologique sombre, parce qu'il nous intéresse particulièrement dans le colloque d'aujourd'hui. Cette trame noire, on l'a compris, elle ambitionne de faire sortir la préservation de l'obscurité, des seuls espaces exceptionnels que sont les réserves de ciel étoilé, en direction des espaces ordinaires et de la biodiversité ordinaire. Par contre, elle ne saurait être, cette trame noire, qu'une simple traduction en carte, en éléments normatifs ou de planification, d'un pur réseau écologique sombre, d'une pureté conceptuelle, qu'est le réseau écologique sombre, qui dérive du réseau écologique, dans sa transcription directe. La transcription en instrument d'action publique, qui est la trame noire, elle nécessite d'intégrer dans le répertoire de connaissances scientifiques pour l'action d'autres dimensions que les seules dimensions écologiques. On l'a vu, il y a les dimensions expérientielles de rapport à la nocturnité, il y a les dimensions culturelles, l'attachement au lieu, etc. Tout ce qui peut, tout ce qu'on questionne en fait depuis 2 jours sur l'attachement à cette nature, qui n'est pas forcément quantifiable, en tout cas pas forcément par les grands nombres. Voilà, on terminera là-dessus pour lancer des éléments de discussion. On aura l'occasion d'y revenir pendant la discussion. Merci beaucoup. Sébastien Bontou, écologue à l'Institut national des sciences appliquées du Centre Val-de-Loire de Blois. C'est ça. Quelle place de la nature spontanée en ville, une approche écologique et sociale? Oui, bonjour à tous. Chronomètre. Donc effectivement, moi je suis enseignant-chercheur, mais de conférence, j'enseigne auprès de paysagistes concepteurs à l'école de la nature et du paysage à Blois, qui fait partie de l'INSA Centre Val de Loire.
Et puis, pour dire aussi, pour faire une petite pub sur cette formation qui est effectivement très interdisciplinaire à la frontière entre les sciences sociales, les sciences écologiques, mais également l'action et puis la communication sur ces aspects-là. Alors moi, je suis écologue et puis depuis quelques années, maintenant, j'ai la fâcheuse tendance aussi à mettre quelques pieds dans les sciences sociales. Et je vais aussi... je vais vous faire ici, essayer de vous faire une synthèse de travaux qu'on a menés avec différents collègues. Je vais tout de même les nommer, Simon Cholet, Lolita Voisin, Marion Brun, Francesca Di Pietro, Odernou et Nicolas Leguet. Notre question de base est donc quelle place pour la nature spontanée en ville ? Et derrière ce mot ville, je prendrai en compte d'une part certes les grandes villes, mais aussi toutes les petites communes et notamment les petits bourgs, souvent dont on ne parle pas beaucoup. Alors, je partirai de ces enjeux suivants liés à l'urbanisation, des enjeux qui ont déjà été mentionnés auparavant. Alors, l'urbanisation, ça représente quand même 20% du territoire, donc 1/5 du territoire est couvert de villes ou de zones urbaines, même de manière plus générale. Et ça soulève effectivement des questions purement écologiques. Du coup, si j'urbanise, je perds des espaces naturels et agricoles. Pour autant, il y a des potentialités écologiques en ville, notamment quand on est dans des contextes défavorables, comme l'agriculture intensive, par exemple. Donc, des questionnements là-dessus. Et puis, par ailleurs, effectivement, il y a des questions sociales, des enjeux sociaux, liés notamment à nos modes de vie plus urbains. Et je pense qu'ici, nous nous inscrivons aussi là-dedans, même si nous travaillons sur la nature, au final. Et ces modes de vie plus urbains engendrent effectivement un déclin d'expérience directe de la nature. Ça me semble être un point assez capital. Ça a déjà été relevé. Et ce déclin d'expérience va engendrer des problèmes. Alors, d'une part, des problèmes de santé, notamment d'anxiété. Ça, c'est maintenant très, très documenté. D'autre part, un problème de glissement des références de la nature. Au final, quand on parle de nature, de quelle nature parlons-nous très concrètement de manière tangible ? Et puis aussi, forcément, vu qu'on la côtoie moins, on s'y désintéresse, notamment pour elle-même et puis aussi pour la conserver. Alors, de ça émerge un questionnement qui est au final, déjà, de quelle nature parlons-nous ? Et là, du coup, je vais avoir aussi plus mon regard d'écologue. De quelle nature ? Et je pense qu'il faut vraiment prendre la nature en termes pluriels pour vraiment rentrer dans la réalité des choses. J'apprécie assez bien l'approche nature par des gradients justement de naturalité. Ça évite d'avoir une position un peu trop binaire, même si par moment c'est aussi nécessaire. Mais en tout cas, dans le cadre de mes travaux, ces gradients de naturalité sont intéressants. Là, il y en a deux qui m'intéressent pour moi, pour la nature en ville. Un gradient qui va d'une nature très originelle, en fait, on va dire, qui a été très très peu perturbée avec une structure, une composition végétale non modifiée, à une nature beaucoup plus artificielle, minéralisée. Et le gradient qu'on peut prendre même de manière très orthogonale, qui a un gradient de spontanéité ou de domestication. Derrière, dans ces deux gradients, on peut mettre différents espaces concrets de nature en ville. On peut penser aux forêts périurbaines qui ont été très très peu modifiées, il en reste quelques-unes, notamment là on est en Belgique, en haut à gauche. Donc là c'est bien une forêt qui est originelle et qui est très peu gérée, donc qui est plutôt en état spontané. Si on va dans des espaces plus artificiels, domestiqués, on va dans des parcs urbains classiques, très, très gérés, mais qui ont été initialement aussi conçus, très modifiés par rapport à une forêt, par exemple, qui était là. Et nous, ce qui nous intéresse dans notre cadre, c'est ce qui se trouve dans des espaces qui ont été très modifiés, très minéralisés, mais pour autant qui, depuis quelques années ou quelques dizaines d'années, se trouvent dans un stade plutôt de spontanéité. Alors, les questions qu'on a derrière sont de cet ordre-là. D'une part, quelle végétation spontanée se trouve en ville et pourquoi ? Et d'autre part, quel regard portent les usagers sur cette végétation pour au final se dire comment peut-on envisager la nature dans les villes de demain ? Bon, même si on commence à apporter des pistes de réponse. Les travaux qu'on mène se trouvent principalement donc, sur la ville de Blois. La ville de Blois se trouve au centre de la région Centre-Val de Loire. La ville de Blois, elle fait 50 000 habitants. À peu près. Là, c'est actuellement plutôt les couronnes périurbaines qui commencent à augmenter. Et comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, elle est traversée par la Loire. Et je n'irai pas plus loin sur la ville de Blois. On pourrait y revenir après si besoin. D'un point de vue écologique, on a focalisé sur deux habitats ou deux espaces de nature spontanée avec de la végétation spontanée. D'une part, des friches qui peuvent être vues comme des milieux donc, qui évoluent spontanément avec une gestion très faible ou irrégulière.
Et puis, donc plutôt des habitats surfaciques que vous voyez en vert sur la carte, les habitats qui ont été inventoriés notamment par Marion Brun. Et puis d'autre part, des habitats plus, ou des éléments urbains plus linéaires que sont les trottoirs et qu'on trouve partout en ville au final, qui sont très omniprésents et sur lesquels pousse aussi de la végétation spontanée. On a voulu avoir une approche par ce qu'on appelle en écologie la théorie des filtres. Au final, quelle espèce on gagne, quelle espèce on conserve, ou quelle espèce on perd quand on passe d'un pool d'espèces régionales à des communautés d'habitat beaucoup plus localement. Il se trouve que quand on regarde au niveau régional, dans la région centre, on a 1809 espèces de végétaux. Quand on regarde au niveau pool urbain de Blois, on passe à 482 espèces. On peut se dire c'est assez intéressant parce qu'au final, presque un quart de la végétation de la région Centre-Val de Loire se trouve seulement dans les friches et les quelques trottoirs de la ville de Blois. Pour autant, quand on y regarde un petit peu plus près, au final, toutes les espèces ne traversent pas ce filtre de l'urbain. Il y a tout un tas d'espèces, notamment tout ce qui est espèces oligotrophes, donc de milieux plutôt pauvres en nutriments, et les espèces de milieux humides qui n'arrivent pas à franchir cette barrière urbaine. Et après, quand on zoome encore un peu plus sur les habitats, et quand on va sur les friches et les trottoirs, dans les friches, on tombe sur 355 espèces, et dans les trottoirs, sur 305 espèces. Donc on fait un nouveau filtre, et ce filtre est notamment présent sur les trottoirs, mais pas présent dans les friches. Notamment dans les trottoirs, on a des espèces qui n'arrivent pas à arriver sur les trottoirs, parce que c'est des espèces gérées, donc plutôt des espèces conservatrices qui ont une croissance assez lente. Et là, vous pouvez voir en dessous d'ailleurs des noms d'espèces. On a beaucoup parlé de nature, mais pas beaucoup d'espèces ou de choses un peu tangibles. Vous avez donc un picris, une carotte sauvage, une vesse sauvage dans les friches, et puis à droite dans les trottoirs, les espèces les plus abondantes que vous pourrez voir en sortant, le pâturin annuel, la sagine, et puis le pissenlit. Pardon. Également à noter que l'importance de la qualité du sol. Une autre étude qu'on a menée sur les trottoirs, on a comparé différents types de trottoirs avec différents types d'aménagements, et il est clair que la quantité de sol disponible, autrement dit la minéralisation du sol, si on le prend de manière inverse, est un point essentiel pour comprendre d'une part la quantité de végétation, le nombre d'espèces qu'on a sur les trottoirs, mais aussi pour comprendre la composition en termes d'identité d'espèces. Et notamment, on a plein d'espèces qu'on va trouver sur des trottoirs beaucoup plus riches en sol. On a 43 espèces sur les trottoirs où il y a pas mal de sol, alors qu'on n'a plus que 2 espèces vraiment indicatrices des trottoirs très minéralisés. Une fois qu'on en est arrivé là, alors on a amené d'autres études sur d'autres milieux, également en ville, je mets ça de côté. On s'est dit, au final, en tant qu'écologue, on a des recommandations écologiques, alors on va aller voir comme ça les services techniques, etc. C'est intéressant, ils vont nous écouter, etc. Mais on s'est dit, pour passer à l'action, donc nous on est plutôt des écologues de la conservation à la base, ça ne va pas suffire. Et c'est là qu'on a essayé d'avoir une approche un petit peu plus sociale, en se disant, au final, nous, on a notre regard sur la végétation spontanée. Est-ce que ce regard est partagé, notamment par les habitants ? Et donc, on s'est posé la question, on se pose toujours les questions sur les attitudes et les représentations des habitants vers la végétation spontanée. On a commencé, alors on fonctionne beaucoup par photomontage initialement, et on a commencé à proposer différents photomontages aux habitants qui vont des trottoirs totalement gérés à des trottoirs peu gérés, les 2 photos, vous voyez plutôt au milieu, à des trottoirs où on a de la végétation, mais qui est plutôt un peu cadré, on va dire, on va y revenir par la suite. Ce que vous voyez en dessous, c'est des notes qui ont attribué environ 3500 répondants, donc on a fait des enquêtes de terrain, mais également des enquêtes en ligne. Vous avez la note qui représente la moyenne sur 10 de la préférence attribuée au trottoir. Globalement, et ça c'est assez contre-intuitif, notamment pour les agents de terrain, c'est que les habitants préfèrent en fait des trottoirs avec de la végétation spontanée. Certes, ils trouvent que ces trottoirs sont peu entretenus, pour autant ils les trouvent un peu plus beaux que des trottoirs minéraux et totalement ennuyeux. Si on va encore un peu plus loin, au final, les gens préfèrent d'ailleurs des trottoirs dont la végétation spontanée est intégrée, en fait, donc les 2 photos de droite, dont la végétation spontanée est intégrée dans des signes visuels d'aménagement. Et là, on revient à des théories Q-Stucker développées par Johann Nassauer, justement sur le signe visible d'aménagement pour accepter de la végétation spontanée et de la nature. On a voulu aller un peu plus loin aussi sur nos études qui étaient purement quantitatives initialement. On est plutôt des écologues, alors même si on travaille avec quelques gens des sciences sociales, pour aller un peu plus en profondeur au final sur l'explication de ces mécanismes sociaux.
Et on a changé également un peu d'échelle, on est passé de la végétation des trottoirs pour aller vraiment sur des espaces plus naturels. Et là, on a interrogé les gens sur la végétation qui se développe spontanément sur les bords de Loire, notamment sur le ressenti. Ce qui ressort de ça, donc aussi, là on est en plein Blois, donc on est vraiment en milieu très urbain, pour autant on est en bord de Loire, sauvage, entre guillemets, évidemment. Et les gens associent ces espaces plutôt à du calme, de l'émerveillement. C'est très ressourçant, selon eux. Donc là, on est dans la théorie de la restauration psychologique, en psychologie de l'environnement. Et puis, il y a aussi cette sensation d'évasion. Et ça, je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire ça les détourne d'une vision urbaine ou du bruit urbain ou d'un mode de vie urbain. Tac. On a un détournement dans l'imaginaire et puis dans le vécu également. On a également continué avec nos photomontages, toujours en bord de Loire. On a posé la question donc, dans 3 types de sites. Est-ce que vous aimez plutôt une végétation plutôt très, très rase, ce que vous avez sur la colonne de gauche, ou alors une végétation beaucoup plus spontanée? À noter que la colonne de gauche, c'est actuellement la gestion qui est faite par la DDT sur le territoire de Blois, et c'est la gestion aussi recommandée par l'ADREAL au niveau régional. La grande majorité des gens a préféré, au final, une végétation beaucoup plus développée qu'une végétation très rase. Donc, qui tend à confirmer qu'au final, les habitants apprécient cette végétation plutôt développée. Dernière étude, là, je vous présente des travaux, enfin des résultats un peu préliminaires. Là, c'est des travaux qu'on a menés plutôt sur Rennes, cette fois, pour encore comprendre un petit peu plus loin. Là, on s'était intéressé au ressenti à Blois. Là, on s'intéresse plutôt aux représentations finales. Qu'est-ce qu'ils mettent, qu'est-ce qu'il y a derrière la tête des gens quand ils vont dans des espaces où la nature s'exprime un petit peu plus, où la gestion un peu moins, dans des espaces verts extensifs. Donc on est dans le parc du Landry, on a étudié plusieurs parcs. Là, c'est le parc du Landry qui se situe vraiment dans la tache urbaine de Rennes. Un parc qui est géré de manière très extensive. Et au final, d'ailleurs, les gens ne nous parlent pas spécialement de végétation. Ça, c'est assez intéressant. Ils associent cet espace à un lieu de campagne. Ça renvoie vraiment à de la mémoire, alors mémoire individuelle ou collective. Et puis, ça renvoie aussi à de la convivialité. D'ailleurs, on en revient à des valeurs plutôt relationnelles liées à de la nature, des choses qui ont été évoquées tout à l'heure, et qui ne sont totalement pas dans le canon des services écosystémiques, en tout cas instrumentalisés, qui peuvent justement être peut-être plus parlants au préfet, mais en tout cas qui ne l'est pas pour les habitants. Donc là, ce qu'on en retire, c'est que l'importance de l'histoire et du sens donné aux lieux, au final, pour engendrer un attachement vers des lieux qui eux-mêmes comportent de la nature plutôt spontanée. J'en conclurai avec ces éléments suivants. D'une part, d'un point de vue écologique, les villes sont bien des moyens, en tout cas il y a des opportunités dans les villes pour favoriser la végétation spontanée. Il y a encore des améliorations possibles, notamment en favorisant des milieux plutôt oligotrophes, donc pauvres en minéraux, des milieux plutôt humides, ça pour élargir les conditions d'accueil au final du milieu urbain. Les villes aussi, bien sûr, en limitant la minéralisation, favorisant les sols pour l'établissement des espèces. Et puis, juste en limitant la gestion, effectivement, qui va filtrer à nouveau certaines espèces qui ne pourront pas venir localement. Évidemment, et je pense qu'on en est tous conscients ici, c'est que la ville, bien sûr, même s'il y a des opportunités écologiques, elle ne va jamais être un substitut à des espaces plus naturels, évidemment. Par ailleurs, les villes, effectivement, c'est des opportunités pour augmenter l'expérience de la nature. Vu que la grande majorité des gens sont des urbains et que ça va de plus en plus croissant, il va effectivement, c'est un moyen aussi détourner les villes, d'être au quotidien de la nature et d'intéresser les gens pour la nature et au final d'intéresser les gens aussi à la conservation de la nature dans les villes, mais aussi d'ailleurs à l'extérieur des villes. On a vu donc on a une certaine acceptation habitante pour la végétation spontanée, quelque chose qui n'était pas forcément attendu au départ, voire même une préférence plutôt qu'une acceptation ou une tolérance. On met en évidence également l'importance des signes de soins, c'est-à-dire que les gens acceptent bien cette végétation dans la mesure où ils perçoivent que c'est bien un choix et ce n'est pas quelque chose de délaissé. L'importance de la pédagogie, effectivement, et du sens du lieu, c'est-à-dire quel sens on veut donner au lieu qui a cette nature. Et donc, en fait, cette végétation spontanée, d'ailleurs en ville, ou cette nature spontanée, peut être aussi une forte opportunité pour parler de vision dynamique et fonctionnelle systémique du vivant en ville. Notamment, cette vision dynamique est souvent occultée quand on parle de nature, en tout cas qui est peu perçue par les habitants. Et donc, dernier point, ça c'est les travaux qu'on va engager maintenant. Ces évolutions aussi doivent passer par un dialogue avec d'autres acteurs, maintenant des acteurs qui sont plutôt décideurs ou aménageurs. Et on doit maintenant abandonner notre rôle de scientifique, je pense, un peu sachant, qui donnons des recommandations. Et là, on va aller plus vers un dialogue aussi avec les élus, les décideurs, également les aménageurs, notamment concepteurs, architectes, paysagistes, urbanistes et gestionnaires des villes. Merci.
Merci beaucoup. Alors, si vous pouvez nous rejoindre ici, on va discuter un petit peu quand même avec les autres participants à cette session. Il est bien si vous voulez nous rejoindre. Raphaël, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre aux 3 interventions. Oui, ce que je voulais dire, il y a eu plusieurs études. D'ailleurs, il y en a une importante sur la plaine commune, sur les espaces, les friches urbaines, qui avaient deux caractéristiques que je trouvais intéressantes, qui étaient, d'une part, ils montraient que c'était réapproprié d'une façon ou d'une autre, et c'était souvent réapproprié par des gens un peu marginaux. Hein. Espace marginal en ville, réapproprié par des marginaux, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc il n'y a pas de... Mais en même temps, ce qu'ils avaient montré, c'était l'importance que ça pouvait avoir, et ils ont réussi à convaincre le fait qu'il fallait en préserver certaines de toute tentative de réutilisation, de façon à maintenir des corridors entre des espaces relativement proches les uns des autres, compte tenu de leur biodiversité. Bon, c'était une information, hein, pour vous le dire, mais bon, c'est la première remarque que j'avais à faire. La deuxième, alors, c'est une remarque que je peux faire que, personnellement, bon, à Paris, vous savez bien que autour des arbres, maintenant, dans plusieurs quartiers, on a laissé la terre, et puis on peut à la fois cultiver, il y en a qui mettent des fleurs, etc., ou laisser la nature en libre évolution. Alors ça dépend des quartiers, hein, comme vous disiez, tout est spécifique, mais ce que j'ai repéré, c'est que dans certains quartiers, là où c'est cultivé, disons que les espèces de plates-bandes sont relativement propres, il y a quelques mégots, mais ce n'est pas grand-chose. Et là où ce n'est pas cultivé, il y a plein de saloperies, les gens jettent n'importe quoi, des bouteilles de plastique, des trucs comme ça. En me disant, c'est bien que si les gens le jettent là, c'est qu'ils considèrent que c'est sale. Hein, donc mais dans d'autres quartiers, où au contraire, il n'y a pas de différence notable. Et moi, je le vois pas très loin de chez moi. Hein, il y a 2 ou 3 rues à traverser, et on a un endroit où effectivement ce qui est laissé en libre évolution est considéré comme sale, et puis l'autre endroit où ça ne l'est pas. Alors vous êtes sociologue, donc vous avez dû aller un peu plus loin dans l'observation. Est-ce qu'il y a des caractéristiques liées à ces quartiers? C'est simplement une observation, je n'ai pas d'éléments d'enquête. Hein, donc je peux pas expliquer, mais ça m'a frappé de voir à la fois la diversité selon les lieux, et sans doute suivant la composition, etc. Bon, la partie du quartier où c'est le plus sale, c'est une partie qui est relativement peu habitée, et c'est des bureaux. Il y a beaucoup de bureaux, il y a beaucoup de trucs officiels, etc. Et je pense que c'est les gens ça n'appartient à personne. Qui prennent leur sandwich à midi, et puis bon, bref. Bon, c'est pas du tout évident. Hein. Voilà, bon, c'était une première remarque que j'avais à faire là-dessus. Je voulais faire une remarque aussi sur justement la trame noire, dans le cadre de la trame verte et bleue. Alors, moi, je trouve que la démarche de la trame verte et bleue est une démarche qui, intellectuellement, est tout à fait séduisante. Même si, il faut bien reconnaître qu'en France, ça s'est fait d'une façon très technocratique, à partir de données qui sont données par des scientifiques du muséum, etc., des interactions entre le CNPN, les CRPN et tout, alors que, par exemple, en Belgique, hein, ça s'est fait commune par commune,
en négociation entre des militants, des gens concernés, des gens du lieu et des élus. Hein. Et que effectivement, ça posait un problème parce que les continuités d'une commune à l'autre n'étaient pas... C'est la question que j'allais vous poser. Oui, comment est-ce qu'on fait une trame linéaire quand on laisse chacun décider On a renégocié entre communes, les unes après les autres, et ils ont réussi à construire des corridors écologiques. Et au final, est-ce que nos SRADET, incluant leur trame bleue, sont plus efficaces Les unes sont plus efficaces que les autres. De toute façon, les trames françaises, leur efficacité, on peut quand même en douter. On peut en débattre, oui, ça c'est clair. Oui. Il y a effectivement une trame. Elle est plus ou moins bien faite. Supposons qu'elle soit parfaite. Mais il faut que les municipalités prennent en considération. Prendre en considération, c'est beaucoup moins que mettre en conformité. C'est la question des niveaux d'opposabilité. Et mettre en conformité des documents d'urbanisme, c'est encore moins contraignant que c'est opposable aux tiers. Donc, à mon avis, c'est une très belle construction, c'est un très bon effet d'annonce, et les effets pratiques, je commence à douter. Et ce que vous dites est aussi valable pour la trame noire Ce que vous dites est aussi valable pour la trame noire? C'est peut-être une question... ouais. Ça devrait être la même chose. Hein. Je ne vois pas en quoi ça serait différent. Et c'est la même chose dans la définition, dans les tentatives de définition qui sont en train d'être apportées par certains acteurs. Et vous parliez du MNHN, etc. Voilà, on retrouve les mêmes acteurs à la manœuvre. Ceci étant, il y a un apprentissage des critiques qui ont pu être formulées à la fabrique de la TVB, à la mise en œuvre de la TVB, à ces difficultés d'atterrissage. Je repense au papier d'Alfandéry, Fortier, etc., qui montrent bien tout ça. Et il y a un apprentissage dans les territoires. On le voit actuellement on travaille beaucoup avec l'Interparc du Massif central pour accompagner les territoires dans cet ancrage, que cette trame noire ne reste pas seulement sous forme d'indicateurs éthérés et de cartographie de pression lumineuse sur la TVB. Parce qu'en fait, en plus, on ne sait pas quels indicateurs aujourd'hui utiliser pour mesurer la pollution lumineuse et ses effets écologiques. On continue à utiliser des indicateurs liés à la qualité du ciel étoilé. Ça pose question quand même. On continue à regarder en direction du ciel, la brillance du ciel nocturne, pour mesurer les effets de la pollution lumineuse au niveau peu ou prou au niveau du sol. Et donc, on sent que, et c'est en ce sens où on a un papier là qui est en cours d'acceptation à Ecology and Society, où on montre bien qu'il y a la pureté du concept scientifique, du réseau écologique sombre, et puis il y a l'instrument d'action publique trame noire qui doit être autre chose qu'une simple transcription technocratique du concept de cette pureté scientifique qu'on ne gardera pas. Un instrument d'action publique ne garde jamais la pureté du concept scientifique. Mais il y a une traduction. Aujourd'hui, concrètement, quelle est la traduction réglementaire de la trame noire? Elle existe, elle est même aussi faiblement opposable que l'a décrit Raphaël. Est-ce qu'on doit prendre en considération dans les documents d'urbanisme ou même pas? Non. Donc, pour l'instant, c'est vraiment c'est juste un concept scientifique, enfin un concept scientifique qui est vraiment en construction et militant. Enfin, Non, il y a des réalités scientifiques derrière. Mais c'est un projet militant, c'est un peu ce que vous avez décrit. Enfin, militant, volontariste ou volontaire. Non, elle est inscrite dans la loi biodiversité. Ah oui, d'accord, voilà, c'est ça ma question en fait. Mais si vous parlez dans le micro. Je disais qu'elle était inscrite dans la loi biodiversité, mais comme un projet. Ah oui, d'accord, donc elle est inscrite dans une loi, mais juste pour titre. Le temps du passage du législatif à la construction à l'action, c'est quand même... la loi biodiversité, c'est 2016. Oui, enfin, on est en 2020. Oui. Il manque... Alors, allons au bout du concret, là. Il manque quoi? Des décrets d'application? Non, il manque une formulation opérationnelle dans la loi. Il manque quand même une définition du concept de réseau écologique sombre, déjà.
D'accord. de Parlez dans le micro si vous voulez bien. de questionner son efficacité, parce que d'autres modèles comme la mosaïque paysagère montrent que peut-être que voilà, faire des corridors, faire des réservoirs de biodiversité, qu'ils soient diurnes ou nocturnes, c'est peut-être pas ce qui est le plus efficient, efficace du point de vue écologique pour établir les fonctionnalités. Et puis vraiment, il y a un questionnement sur les indicateurs pour l'instant, sur la lumière artificielle. Tout ce qu'on mesure se rapporte à la lumière artificielle telle que l'œil humain moyen normé par la Commission internationale de l'éclairage perçoit cette lumière. Or, du point de vue écologique, qu'est-ce que voient les espèces? Quelles sont les longueurs d'onde que perçoivent, selon quelles intensités? Donc tout ça, on ne sait pas. Donc pour l'instant, la seule construction théorique de la trame noire qu'on fait, qu'on arrive à faire, c'est de dire, on va prendre la TVB telle qu'elle est, et puis on va y superposer une nouvelle pression, qui est la pression lumineuse, et là où il y a conflit, on va bosser. Sauf que ça pose question. On n'a pas d'état initial de cette fameuse biodiversité nocturne, qui est un abus de langage, hein, je le répète, on pourrait développer, mais je ne vais pas développer. Mais voilà, on manque de plein de choses, même pour d'un point de vue scientifique. Avant le passage à l'action, on manque scientifiquement de connaissance du problème. Sébastien Antou. Oui, par rapport à ça, en fait, je connais peu la trame noire, même si je m'intéresse à travers les travaux, mais je connais pas mal la TVB et son application, en fait. La TVB, c'est assez... on voit toute la difficulté entre un échelon très national de Grenelle de l'environnement et la loi telle qu'elle est édictée et l'ancrage local. La déclinaison très territoriale de la TVB, mais territoriale, c'est pas l'échelle de la région, c'est dans une commune, très concrètement, c'est absolument très compliqué. Et en fait, en plus, il y a une réduction effectivement, même scientifique et même intellectuelle, dans les mots de la TVB. Quand on parle de réservoir de biodiversité et de corridor, ça ne veut rien dire écologiquement. Ça ne veut juste rien dire. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant de parler de qualité d'habitat. Et du coup, derrière qualité d'habitat, on pourrait avoir différents critères, dont justement la luminosité. Qualité d'habitat, je le vois aussi en termes de type de sol disponible. Si je parle pour des animaux, je peux avoir différentes strates de végétation, un volume végétal et éventuellement quelle composition végétale. Et là, de toute façon, on a des connaissances scientifiques. Bien sûr, après, il va falloir choisir pour quelle biodiversité, parce qu'on ne peut pas dire pour la biodiversité, ça veut tout et rien dire au final. Mais je pense qu'effectivement, l'aspect lumineux ou degré pourrait rentrer dans cet aspect qualité d'habitat. D'ailleurs, quelque chose qu'on oublie assez souvent, pour juste parler des fois que de la connectivité, qui est un point également important en termes de dispersion des espèces, mais la qualité d'habitat est aussi quelque chose d'important, et en plus qui permet de recouper des enjeux sociaux derrière. Parce que la qualité d'habitat, c'est le perceptible, c'est le visible. Quelque chose qu'il est important de rappeler, c'est que la non-connaissance parfaite du point de vue scientifique, par contre, ne doit pas empêcher des passages à l'action, des essais. Voilà, d'essayer de mettre ça en œuvre. Mais alors, c'est bien dans ce sens-là que l'instrument d'action publique Trame Noire n'est pas seulement un outil scientifique. C'est bien un outil politique, avec une dimension politique. C'est le véhicule pour l'action contre la pollution lumineuse dans les territoires. Vous disiez... Et du coup, il ne doit pas être défini que par les écologues. C'est un instrument politique, bien sûr, il doit être défini par une pluralité d'acteurs. Vous disiez, ou bien j'ai mal entendu, que la France fait partie des pays les plus avancés sur ce terrain-là, et pourtant ce que vous décrivez, c'est pas terriblement avancé. Du coup, ça veut dire que c'est pire ailleurs ? Là, c'est pareil, je vais faire la même réponse que Johan tout à l'heure. Les décrets d'application de ce pacte législatif, les données techniques sont sortis le 27 décembre 2018, sortis au journal officiel le 28 décembre, et sont rentrés en application de façon pleine et entière le 1er janvier 2020, mais sur le matériel neuf ou quand on va installer. Donc, quand on va installer les éclairages... Voilà. Donc l'effectivité de ce pacte législatif, c'est dans 20 ans. Dans 20 ans. Voilà, 15-20 ans, parce que le parc est déjà là. D'une commune dans un parc d'éclairage, c'est un investissement à 25-30 ans. Voilà, entre les différents éléments du luminaire, que ce soit du sous-sol jusqu'à la lanterne, l'ampoule, etc. C'est un système complexe avec un investissement de temps long. Okay. Je voulais revenir à cette question que vous avez évoquée des closed to care, de cette nature qui est acceptée quand quand on montre que elle n'est pas là toute seule, enfin qu'on l'a un peu accompagnée, que voilà. Est-ce que vous avez observé ça aussi, Gabilien, dans votre étude sur Oui, tout à fait. Je voulais réagir sur vous, là, ouais. à
Vous pouvez enlever le masque si vous et souhaitez. Romainville, Vous pouvez enlever le masque si vous souhaitez pour parler. D'accord. Merci. Ouais, je voulais réagir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'association entre espaces marginaux et populations marginales dans ces histoires de nature en ville. En fait, ce que moi j'ai observé, c'est quelque chose de très contrasté parce que en fait, ça pose la question de l'accès à la nature dans des quartiers populaires où en fait il y a peu de nature disponible. En tout cas, peu de nature valorisée disponible. Et en fait, la question de la forêt friche de Romainville, elle a fait émerger à la fois un besoin de nature. La ville, par exemple, justifie le projet d'aménagement de la corniche des Forts par le fait qu'on est encadré par 2 quartiers populaires où les habitants auraient un manque d'espace vert en ville. Et donc, l'ouverture de cette forêt à un public familial dans le cadre d'une base de loisirs aménagée, c'est quelque part de la démocratisation de la nature en ville dans le discours officiel. Alors que pour certains habitants que j'ai rencontrés, c'est au contraire une artificialisation d'une nature sauvage de pied de tour qu'ils avaient l'habitude d'arpenter, mais il s'agit plutôt d'un public en fait d'anciens, d'initiés, d'anciens du quartier qui sont là depuis 20 ans, etc. Alors que d'autres habitants qui viennent d'arriver, par exemple, pour eux, cette forêt, en fait, elle est interdite d'accès, et donc, de ce point de vue-là, l'ouverture et l'aménagement de cette forêt permet une forme de démocratisation. Bon, par ailleurs, il y a d'autres parcs, en réalité, à Romainville, donc il n'y a pas vraiment un manque de nature en ville, mais c'est intéressant de regarder comment la question de l'accessibilité à la nature se double de cette question de la nature sauvage, quoi. Et sur la question de la nature en ville comme outil de gestion urbaine, ce que vous décriviez sur les pieds d'arbres à Paris, je le vois aussi dans les politiques des bailleurs sociaux qui, face à des problématiques comme des jets de déchets sauvages dans l'espace public, vont implanter de la nature en ville via différentes formes, souvent des bacs en fait, potagers. Et en fait, là, on voit très bien que le respect de ces équipements en fait, urbains est fonction de la place laissée à l'initiative habitante dans leur mise en place et leur gestion. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux qui se disent on va en faire un outil de gestion participative où les habitants montent les bacs, les entretiennent, etc., sont respectés, là où une implantation un peu top-down de bacs en ville sont pas spécialement respectés, quoi. Mais là, ça pose la question de la nature en ville instrumentalisée à des fins de gestion urbaine. On est sur une autre éthique environnementale que ces habitantes que j'ai croisées et qui voient les bacs potagers non pas comme des outils de gestion urbaine, mais comme une opportunité pour remettre les mains à la terre dans un rapport à la nature hérité de leur parcours résidentiel ou migratoire, quoi. Voilà. Sébastien Manteau, vous vouliez réagir, oui. Oui, je partage tout à fait la notion d'accessibilité. Accessibilité physique et du coup émotionnelle, parce qu'il y a bien les deux vont toujours ensemble. L'usage engendre des émotions et l'émotion engendre un usage, une dépendance fonctionnelle, quoi. Donc effectivement, les friches, je pense que effectivement, ça a été utilisé par certains marginaux ou à certains endroits, après ça dépend des lieux, mais parce que c'est des espaces qu'on a mis de côté. Et donc du coup, on met les gens de côté qui sont dedans avec. Mais au final, ces espaces de friches, dans certains pays, notamment si on va en Allemagne ou à Berlin, c'est des espaces qui sont très très utilisés et qui, pour le coup, pour des enfants, c'est un espace de jeu extraordinaire. On parlait d'éducation ce matin. Là, pour le coup, au lieu de parler de nature dans la classe, il suffit d'aller dans une friche et de regarder un peu ce qui s'y passe. Et ça ira très très bien. Et les enfants seront très formés sur les friches, d'un point de vue imaginaire, d'un point de vue écologique et botaniste à la fois. Et puis, d'autre part, pour reprendre ce que mentionnait Raphaël Larère sur son observation, sur les papiers jetés, je pense que justement, on est vraiment là-dedans dans le Choose to Care. En fait, quand on interrogeait les gens là, sur la végétation spontanée sur les trottoirs, le problème n'est pas la végétation en tant que telle. C'est la représentation d'une non-gestion par la commune. En gros, d'être abandonné par la commune alors que je paye des impôts en tant que contribuable. Donc, ce n'est pas la végétation qui pose problème. C'est plutôt voilà, les gestionnaires qui ne sont pas là. Si je retourne en machine arrière, c'est ce qu'on va tester maintenant. Si je dis déjà je ne gère pas parce qu'il y a bien une raison derrière ça, déjà ça va être mieux compris. Là actuellement on va tester, alors on pourra en reparler après, on va essayer de mettre en valeur cette végétation, justement en expliquant notamment, alors c'est des signes d'aménagement très très simples. On va coller des dessins faits d'ailleurs par nos étudiants, ils se dessinent très bien en dessous de la végétation, des artistes ont déjà fait ça, en dessinant au sol, etc. Bon, c'est une action comme une autre, mais justement, si je mets en valeur cette végétation, qu'est-ce qui se passe ?
d'un point de vue affectif, d'un point de vue des connaissances également. Voilà. Sur vos photomontages, j'avais une question. Vous les avez administrés à quel public? Est-ce que vous avez fait un échantillon représentatif selon la méthode des quotas stratifiés par âge, sexe, CSP, etc., ou bien est-ce que c'est aléatoire? C'est de l'aléatoire, mais du coup, l'aléatoire distribue très bien, en principe, la répartition. Donc, l'aléatoire, donc on a fait 200 personnes, même un peu plus, 250 personnes aléatoirement sur le terrain, pour être sûr. Du coup, l'aléatoire sur le terrain, c'est bien parce que... et on a complété ça avec de l'enquête en ligne pour avoir une grosse masse, 3000 personnes, par exemple. Et sur le terrain, dans divers terrains, divers quartiers? Dans divers quartiers, effectivement, auprès de diverses personnes. Donc, du coup, on a des vieux, des jeunes, etc., des femmes. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on cherche à savoir, au final, est-ce que les préférences sont explicables par, toujours cet aspect déterministe des choses, explicables par le genre, par l'âge, etc. Et bien, au final, tout ça n'explique que 10% de la variabilité totale des notes. En fait, il y a une part individuelle dans les individus, alors individuelle ou partagée collectivement dans des petits groupes sociaux, mais l'histoire liée à la personne qui explique beaucoup plus souvent que les gros déterminismes classiques, hommes-femmes, etc. Donc la part de l'enfance, d'ailleurs, pour y revenir là-dessus, est primordiale, effectivement, pour cette relation à la nature. Dans l'enfance, il se crée énormément de choses. J'ai une autre question sur les photomontages là, qui est arrivée par un internaute. Une internaute. Avez-vous réalisé des enquêtes sur le ressenti des gens directement sur site, sans passer par des photomontages? En effet, donner un avis sur une photo n'est pas forcément représentatif de ce que l'on peut vivre ou ressentir quand on fréquente réellement l'endroit. L'avis peut également être influencé par un discours, une présentation mettant en avant la nature en ville. Donc, y a-t-il des biais en gros, c'est comme ça que je comprends la remarque. Également, il y a souvent une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on ressent ou fait réellement. Donc, c'est la question du déclaratif, là. Les nombreux sondages sur les programmes télé regardés par le public en sont un bel exemple. Tout le monde dit regarder les documentaires, mais en réalité, les séries sont loin devant. Non, effectivement, on est bien conscient de ce biais des photomontages. Alors, la première étude n'était pas juste par photomontage, effectivement, on commence, mais la première étude était vraiment quantitative, là, ce que je vous ai montré sur les trottoirs. Après, on a voulu aller plus loin, et là, pour le coup, là, on va vraiment sur le terrain, on a interrogé 200 personnes pendant 15 minutes chacune, avec des questions, pour le coup, non inductives. En gros, quel est votre ressenti sur le lieu? C'était la première question. Et puis après, on a mis du photomontage pour en fait donner des scénarios d'évolution. Parce qu'en gros, autre que par le photomontage, c'est assez compliqué. Donc là, on mixe vraiment une approche d'enquête, entretien sommaire-actif sur le terrain, avec du photomontage pour du scénario, et pour avoir une approche mixte, maintenant que j'apprécie bien, du qualitatif et du quantitatif. Raphaël? Oui. Vous avez tous les deux parlé de la nature en ville en parlant de la végétation. Mais il y a aussi des animaux. Et dans ces animaux qui se trouvent liés ou non à cette végétation plus ou moins spontanée, il y en a avec lesquels on est même assez content de les voir. Hein. Je me souviens que tout le monde était tout à fait content pendant le confinement de voir des canards essayer de rentrer à la Comédie Française. Moi, mais il y a aussi des animaux qui ne sont pas très conviviaux non plus. Des rats. Ben oui, des rats. Puis il n'y a pas que des rats. Donc la question se pose, est-ce que vous avez dans vos études poser la question du rapport à l'animal sauvage en ville. Il y a un bouquin qui vient de sortir depuis peu de temps là, à ce sujet, de Joël Zask, sur Zoocities. Et donc voilà, je me disais, est-ce que vous l'avez étudié? Oui, alors d'un point de vue d'écologue, vous remarquerez, des fois je change de casquette. J'aime pas d'ailleurs le clivage entre disciplines, je trouve ça assez inintéressant. J'aime plus le questionnement qu'il y a derrière ou les enjeux. Et souvent les enjeux mêlent les deux obligatoirement. Bon. Effectivement, là on a parlé plus de végétation. Si je prends plus une entrée écologique, là on étudie les relations justement de cette végétation et notamment les pollinisateurs. Ou alors moi je travaillais aussi beaucoup plus sur les oiseaux initialement. Mais effectivement, un peu comme la végétation, ce qu'on peut en dire, de toute façon, ces animaux, que ce soit des pollinisateurs, donc bourdons, abeilles,
des abeilles, il y en a 1000 espèces en France, hein, il n'y a pas que l'abeille sauvage, abeilles, cirfes, papillons. Tout ça aussi sont filtrés un peu comme la végétation, c'est-à-dire il y en a qui rentrent dans la ville parce qu'ils ont les capacités écologiques pour entrer dans la ville, puis il y en a plein d'autres qui sont mis de côté. Ceci étant, effectivement, on peut essayer un peu d'aménager la ville, piloter, ça, je ne sais pas piloter, mais en tout cas aider un petit peu pour qu'il y ait des plantes qui soient plutôt favorables ou des conditions d'habitat, de la qualité d'habitat pour ces animaux. Pour l'aspect plus social, c'est-à-dire regard des gens sur les animaux, là on est justement en train de mener une étude avec des collègues à Rennes sur l'acceptabilité de différents types d'animaux. Alors pas les papillons, pas les oiseaux, là on sait qu'en gros c'est accepté, mais peut-être des animaux qui vont peut-être rentrer justement parce qu'ils s'adaptent, notamment les sangliers, les chevreuils, les renards, ces gros animaux, alors qu'on ne va pas avoir peut-être en centre-ville, notamment si on est à Paris, mais déjà quand on est dans des plus petites villes, ou alors quand on est dans des bourgs, là pour le coup on peut les avoir. Alors là on est encore en train de décortiquer les données. Ce qui est assez intéressant, c'est que les gens réagissent de manière assez différenciée. Alors forcément, oui, le sanglier fait plus peur que le chevreuil, bon, c'était totalement attendu. Mais derrière ça, même quand le sanglier fait peur, il y a différentes représentations qui vont, c'est-à-dire il fait peur moi en tant qu'individu, c'est-à-dire je vais rencontrer le sanglier, il me fait peur, mais en même temps je reconnais quand même son utilité un peu écosystémique, donc là j'ai plutôt une position un peu écocentrée, et de temps en temps j'ai aussi une position biocentrée pour le sanglier en lui-même, je reconnais quand même sa place d'être ici. Donc on commence nous à s'y intéresser, et il y a des choses à creuser, notamment pour tous ces animaux, alors sans parler effectivement le rat, ou même des animaux, des moustiques ou des choses comme ça. Là on change encore d'autres choses qui entraînent des problèmes sanitaires. Oui, oui, effectivement, la question de l'animal, je l'aurais plutôt abordée dans le cas angevin. Là, sur le cas angevin, on était dans l'organisation d'un banquet paysan en lien avec la Confédération paysanne dans un quartier prioritaire de la Roseraie. Et ce qui a bien été observé, c'est le fait que les animaux domestiques, les moutons, poulets notamment, étaient associés à une vision de la campagne fantasmée par les citadins. Et donc l'interassociation de la Roseraie qui portait l'organisation de cet événement tenait à ce qu'il y ait une micro-ferme dans l'espace urbain pour faire venir la campagne à la ville, là où la Confédération paysanne disait mais en fait c'est pas ça la campagne, c'est pas ça l'agriculture, on va pas aller dans le sens de ces fantasmes. Donc là encore des visions de la nature assez différentes. Et sur la question des animaux plutôt envisagés comme des nuisibles en ville, ce qui est intéressant mais qui a été bien montré notamment par les travaux de Nathalie Blanc, c'est que certains nuisibles sont associés à des marqueurs sociaux susceptibles de renforcer la stigmatisation de ces quartiers. Donc les blattes, les cafards, les rats, en fait, sont envisagés comme nuisibles par les habitants, mais aussi parce qu'ils sont les marqueurs d'une stigmatisation qui les touche par ailleurs dans leur mode de vie et leur habitat. Ce que j'ai pu observer dans des enquêtes en porte-à-porte, c'est que beaucoup de mes enquêtés me tiennent un discours sur leur sensibilité et leur préoccupation pour les questions écologiques, mais effectivement, vis-à-vis de ces animaux nuisibles, les pratiques que j'observais chez eux allaient à l'encontre de ces discours-là, mais aussi parce que les valeurs attachées à ces animaux sont aussi des valeurs sociales, en fait. Ok, merci à tous. Peut-être une toute petite dernière question sur l'image que vous nous avez montrée sur les bords de Loire, sur une végétation rase qui est l'état existant et une préférence affichée pour une végétation spontanée plus profuse, voilà, et sur des choix de gestion de l'ADREAL. Est-ce que vous avez recoupé avec les décideurs pour savoir pourquoi c'est ça leur décision? Est-ce que c'est lié à une représentation propre à l'Homo technocratus, ou bien est-ce qu'il y a une raison autre qui n'est pas de l'ordre de la préférence spontanée sur un photomontre, mais qui fait que, objectivement, il faut faire comme ça? Oui, alors on a fait des entretiens du coup avec la personne de la DDT vraiment en charge localement de la gestion, plus la personne de l'ADREAL qui pilote un peu ça, qui elle-même peut nous renvoyer d'ailleurs vers d'autres personnes qui chapeautent encore à un autre niveau.
Et puis d'ailleurs, on les revoit dans 2 semaines pour refaire un point là-dessus. Eux, leur motivation, alors déjà, au niveau de la DREAL, leur motivation, c'est de limiter les risques d'inondation, première chose, donc éviter les embâcles. Deuxième chose, en même temps, c'est de quand même sauvegarder la biodiversité ou essayer de l'aménager au mieux. Quand on va plus localement, au niveau de la DDT, en fait, il y avait une surinterprétation de plans de gestion donnés par la DREAL, c'est-à-dire qu'ils géraient quand même un petit peu plus que leur demandait la DREAL, donc du coup, il y a une espèce d'amplification, d'interprétation entre acteurs. Et puis, en plus, localement, donc, il y avait ce risque d'inondation à avoir. Alors, d'ailleurs, ce risque C'est une réalité, qui est une réalité, effectivement. tout à fait, absolument. Mais C'est après, un impératif de gestion. tout est dans la nuance, après, justement. Où est-ce qu'on le met, comment on le met, c'est-à-dire est-ce qu'on rase tout ou est-ce qu'on laisse quelques arbres, etc. Donc, tout est dans la nuance, après. Et d'autre part, en plus, cette personne gérait d'autant plus parce qu'il croyait que les gens avaient besoin, justement, d'une très forte gestion. Parce qu'il avait vu 1 ou 2 personnes, et c'est souvent des biais, en fait. Les personnes qui sont contre, ce sont les personnes qui se plaignent. Donc, du coup, ça induit des biais cognitifs dans les gestionnaires. C'est le biais de grande gueule. Voilà, on peut le dire comme ça. Alors, il y a aussi des animaux dépendants du bâti, nous écrit-on, pas seulement de la végétation et les arbres dans leur gîte, et les arbres pour leur gîte, des oiseaux nichant dans le bâti, donc les martinets, les moineaux, des faucons, des chauves-souris qu'il ne faut pas oublier, par exemple dans les grandes opérations de rénovation thermique. Comment y sensibiliser les habitants, et surtout les professionnels? Grande question. Du coup, en fait, on en revient à cette notion de qualité d'habitat, hein, encore une fois. En ville, on est dans un milieu urbain où il y a une coévolution, forcément, avec d'autres vivants. Donc, il y a bien, quand on pense aux hirondelles, quand on pense aux martinets, quand on pense aux hirondelles des rivages, ou même si on est à côté de fleuves, quand on pense aux rouges-queues noirs, aux rouges-queues à front blanc, etc., ces animaux nichent justement dans des bâtis, mais justement, là, ce qui est intéressant, c'est pas dans n'importe quel type de bâti. Et alors là, principalement, ceux qui sont les personnes à aller voir, c'est les architectes, en fait. Architectes et puis promoteurs oui. et constructeurs. Tant les architectes ont souvent maintenant commencé à avoir des formations où on commence à discuter, j'en connais pas mal, donc du coup ça se passe très bien, donc il y a un peu de réflexion là-dessus. Autant les constructeurs, ils sont dans une logique, alors, je ne voudrais pas caricaturer non plus, mais beaucoup plus économique de la chose, et du coup c'est des modèles qui sont répétés, notamment dans le pavillonnaire qui couvre des surfaces assez énormes, et là pour le coup on lisse les bâtiments, et là on n'a plus des conditions d'habitat. Pas de trou pour que des hirondelles y nichent, parce qu'après il va falloir entretenir, parce que c'est de la gestion, parce que, etc. Non, ou juste parce que... C'est les modèles de construction logique actuels qui sont reconduits d'une façon de faire à une façon de faire. D'accord, c'est de la planification à la photocopieuse. Oui, c'est ça, oui, très clairement. D'accord. Oui. Pour sensibiliser, il faut déjà connaître ce qu'il y a autour de nous. Et effectivement, peut-être une des caractéristiques de cette biodiversité et de cette faune urbaine, et ça rejoint un petit peu la problématique de la faune nocturne, c'est qu'elle est non vue souvent. Et on l'a vu pendant le confinement, en fait, on l'a vue parce qu'on a pris le temps de la regarder. Et je remercie de faire de la pub à Premier Parallèle, parce que c'est notre maison d'édition commune. Amélie sera contente pour le bouquin de Joël Zask, qui est effectivement très, très intéressant. Nous, on a lancé on a, comme des grands méchants scientifiques, profité de la période de confinement pour lancer un programme de recherche sur l'enregistrement des scènes paysagères sonores urbaines pour avoir cette connaissance sur la biodiversité ordinaire présente dans nos villes par l'intermédiaire du son. Voilà, donc c'était participatif, collaboratif participatif. On a demandé aux gens d'installer des enregistreurs programmables sur leur balcon pour déjà connaître ce qu'il y a autour de nous, avant même voilà, c'est la première des sensibilisations en fait, et je pense qu'elle passe par là. Et effectivement, ça pose la question c'est quoi le sauvage, à quel point il est présent autour de moi, ça pose la question, et on sent bien que voilà, cette part sauvage du monde, elle rejoint aussi des questionnements sur la nocturnité. Voilà, éteindre la lumière, c'est retrouver une part de sauvage. Laisser rentrer la faune dans nos villes, ou laisser re-rentrer, ou permettre aux non-humains animaux de re-rentrer dans nos villes, et voilà, c'est partager l'espace de vie quotidien avec une part de sauvage. Léa Billiens, on va clore cette session là-dessus. Vous avez évoqué l'acceptation plus grande des bacs ou des équipements quand ils sont mis en place de façon plus
collaborative, participative, etc. À l'instant, vous évoquez une action de science participative. Voilà. Est-ce que proposer aux habitants de participer à soit l'observation, même scientifique, soit l'accueil ou la mise en place de nature en ville, c'est la solution ou un élément de solution pour renforcer ou pour créer une acceptabilité de la nature en ville, y compris sur des espèces qui, a priori, font pas rêver. Oui, sans doute. Après, moi, ce que j'observe, j'allais réagir à la question précédente en disant il faut peut-être savoir aussi qui sensibiliser, et c'est peut-être pas les habitants qu'il faut sensibiliser en premier sur ces questions-là. Là, dans le contexte des rénovations urbaines que j'observe, en fait, on voit qu'il y a une contestation de la rénovation urbaine. Souvent, la géographie urbaine insiste sur les contestations habitantes contre le relogement, par exemple, dans le cadre de rénovation urbaine, mais en fait, il y a aussi une contestation de ce que la rénovation urbaine fait subir aux milieux alentours et aux espaces verts qui entourent ces cités de grands ensembles. Et moi, je pense à une enquêtée qui a connu en fait l'urbanisation, la densification de ces quartiers-là, parce qu'en fait l'intérêt de ces quartiers-là, je trouve, c'est qu'ils sont urbanisés finalement depuis les années 60. Donc en fait il y a des gens qui ont vécu la transformation des milieux naturels de ces espaces et qui s'en souviennent. Et donc elle me raconte en entretien les changements très perceptibles sur la biodiversité qu'elle voit arriver avec la transformation urbaine, quoi. Donc, sans doute qu'il faut sensibiliser les habitants, etc. Mais je pense aussi qu'il y a un travail à faire auprès des professionnels de la politique de la ville sur les questions écologiques et les questions de nature. Eh bien, sauf souhait d'intervention, ce sera le mot de la fin sur cette session. Merci beaucoup à vous quatre. Merci Raphaël.